souvent par des séances d'ombres animées ou de lanternes magiques. Ces séances de lanternes magiques m'avaient familiarisé avec les projections bien avant l'apparition du cinéma. Les plaques mécanisées permettaient divers effets plus étonnants les uns que les autres. Les vues de voyage peintes sur verre et ornées de jolies couleurs plaisaient beaucoup au public qui découvrait des sites et des pays inconnus. Robert Houdin lui-même terminait son spectacle par des projections de lanternes magiques, par des projections même avec des plaques animées. C'est une tradition dans les spectacles de magie, d'avoir une partie lanterne magique. Parce que les magiciens, je crois, dès l'origine, se sont rendus compte de la valeur magique de l'image, de la valeur ajoutée de l'image par rapport à la prestidigitation. Et c'est pour ça que la filiation avec le cinéma est tellement logique et directe. J'étais sans cesse à l'affût de nouvelles attractions pour mon théâtre. En 1892, je fus invité à une présentation des pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud au cabinet fantastique du musée Grévin, où j'avais débuté dans la prestidigitation. J'avais déjà vu à l'exposition universelle de 1878 le praxinoscope mis au point par Reynaud. Cet étonnant jouet donnait l'illusion presque parfaite du mouvement. Avec son théâtre optique, Reynaud projette de courtes scènes animées dont il a dessiné et peint chaque image sur une bande perforée qu'il manipule lui-même. Cette invention me fascinait. J'imaginais des spectacles de magie réalisés avec une série de photographies animées par un appareil comme celui de Reynaud. Mais j'ignorais encore comment reproduire mes trucs sur la bande et quel en serait le résultat sur un écran. Son âme tendre et chagrine va diriger mon pinceau, oh ma colombine. Deux prestidigitateurs de mon théâtre, Arnould et Renali, avaient été sollicités pour exécuter des tours devant l'appareil chronophotographique de Georges Demeny, l'assistant du physiologiste Étienne Jules Marais. Cela se passait en 1893. Le professeur Alfred Binet dirigeait l'expérience pour une étude sur la psychologie de la prestidigitation. La chronophotographie permet de décomposer ces mystérieuses manipulations, comme le saut de coupe, un tour de passe-passe qui ne dure qu'un dixième de seconde. Je n'aime pas débiner mes trucs et je n'avais pas voulu participer à cette expérience. En 1894, les premiers kinétoscopes Edison arrivent à Paris. L'Américain Edison a trouvé le moyen d'enregistrer et de reproduire le mouvement sur une bande photographique. Je m'étais précipité à l'une des premières démonstrations de cet appareil extraordinaire. Les spectateurs devaient se pencher, chacun à leur tour, sur une haute caisse en bois pour observer une scène de photographies animées enregistrée sur une pellicule qui défilait à grande vitesse. L'expérience était passionnante, mais ce n'était encore qu'une curiosité pour amateurs solitaires. Pour obtenir un véritable spectacle, il fallait absolument faire sortir les images de leur boîte. Louis Lumière était parfaitement au courant des travaux de Reynaud, Demeny et Edison.
En 1895, son cinématographe est capable de prendre des vues d'une 50aine de secondes, puis de les projeter en public sur un écran. Méliès connaît bien le père de Louis et Auguste Lumière, pour la bonne raison qu'Antoine Lumière loue des bureaux juste au-dessus du théâtre Robert-Houdin. Il est donc fort probable que Méliès a été informé de la nouvelle invention avant la fameuse première séance publique du 28 décembre 1895. Voici comment Méliès raconte, en 1937, sa découverte du cinématographe. Dans cet unique enregistrement de sa voix, il évoque une rencontre avec Antoine Lumière dans l'escalier qui mène à son théâtre. Le père des frères Lumière lui aurait dit « Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. » Pourquoi, lui dis-je, mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. Et au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire. Et vous avez naturellement tout de suite demandé à Lumière de vous céder ou de vous louer l'appareil. Bien entendu, vous pensez bien en tant que directeur de théâtre. Seulement, je ne m'attendais pas au refus que j'ai essuyé à ce moment-là. C'était le père de messieurs Louis et Auguste Lumière qui était là ce soir-là et qui m'a répondu immédiatement « Ceci est un appareil scientifique destiné aux médecins pour étudier le mouvement, les muscles, etc. et non pas un appareil pour aller faire des représentations publiques. » Il n'avait donc pas compris du tout la portée de son invention. Oh, pas le moins du monde. Il l'a du reste dit bien des fois par la suite en disant « Je ne suis pas un homme de théâtre et je n'avais pas du tout prévu cet emploi. » Il l'a avoué lui-même. Et moi-même, à ce moment-là, j'ignorais ce que je pourrais en faire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec. En réalité, Antoine Lumière, qui n'est pas dépourvu de flair commercial, veut se réserver l'exclusivité de l'appareil pour l'exploiter avec ses fils. La Maison Lumière s'impose, en quelques mois, en France et à l'étranger, sur le marché des projections de vues animées. En 1896, j'ouvrais au théâtre Robert-Houdin le premier cinéma en salle. Je projetais des vues du kinétoscope Edison et des bandes prises par Burt Akers, mais je voulus très rapidement exécuter mes propres vues. Alors, il se pose un nouveau problème, c'est qu'il dispose du projecteur Paul, mais il ne dispose pas de caméra. Alors, il a l'idée de transformer ce projecteur en caméra. Il inverse l'appareil, il lui rajoute une optique de prise de vue, il enferme l'obturateur à boisseau dans un petit capuchon de façon à isoler bien la lumière, et il réalise donc ses premiers films avec l'appareil de Robert William Paul. Cette machine était un véritable monument d'un poids énorme et d'un transport malaisé. Le mécanisme, monté sur une lourde plateforme en fonte, était enfermé dans une boîte en chaîne. Cette caméra ne pouvait contenir que 20 mètres de pellicule. Elle n'était munie d'aucun viseur. Il fallait mettre au point et régler le cadrage sous un voile noir, comme en photographie. Un gros volant fixé sur le pied de l'appareil servait à mettre en mouvement le mécanisme. L'appareil avait aussi l'inconvénient de faire un tel vacarme que je l'appelais pour plaisanter le moulin à café ou la mitrailleuse. Mais je fus assez satisfait des résultats obtenus avec cette première caméra. C'est autour de mai-juin 1896 que Méliès tourne son premier film dans le jardin de la propriété familiale de Montreuil. Dans cette partie de cartes, il n'est pas derrière la caméra, mais devant, un canotier sur la tête. Comme la plupart des premiers films et des vues documentaires de Méliès, cette partie de cartes était considérée comme perdue. Ce document exceptionnel vient d'être retrouvé dans les collections de la National Film and Television Archive
à Londres. Beaucoup de pionniers du cinéma ont tourné des parties de cartes. Celle de Méliès, à gauche, est la réplique de la partie d'écarté de Louis Lumière, à droite, réalisée quelques mois plus tôt avec son père Antoine Lumière et Félicien Tréouet, un prestidigitateur ami de Méliès. Ces images sont dans l'esprit du temps et doivent sans doute beaucoup à certaines compositions picturales comme les joueurs de cartes de Cézanne.